Bien, bonsoir et merci. Merci à François pour l'introduction. C'est toujours un peu gênant d'être introduit par François, mais je m'y attendais. On se connaît depuis très longtemps. Il me connaît depuis que je suis tout petit, donc voilà, on peut faire ça comme ça. J'étais tout à fait sérieux quand je disais que pour moi c'était important de dire ancien élève du collège de Saussure, parce que c'est un endroit où j'ai passé 3 années de ma vie, dans ce rôle-là aussi. Et puis c'est un endroit qui était très important pour moi. Et je pense que c'est un des endroits où j'ai appris à réfléchir, à penser par moi-même. Et puis pour moi ça a vraiment été très formateur. Donc voilà, je suis toujours content de revenir ici et de retrouver les odeurs, l'odeur du bois et de la pierre que l'on ressent tout de suite quand on entre dans ce bâtiment. La conférence d'aujourd'hui n'est en fait pas une conférence. Il faut remonter un petit peu. Voilà. La conférence d'aujourd'hui n'est pas vraiment une conférence. Ça, c'est plutôt ce qu'on a appelé un temps une causerie. J'aimerais partager avec vous un certain nombre de réflexions, d'idées, de questions. Je vais vous poser aussi des questions. Et puis, j'espère qu'ensemble, on y verra un peu plus clair dans 45 minutes. Nous partageons tous quelque chose en commun. C'est un intérêt pour les sciences, sinon on ne serait pas là, à part pour les élèves qui ont peut-être été un peu encouragés à venir ici. Mais on partage aussi l'expérience commune, et ça avec les élèves et avec tout le monde qui est ici, peut-être pas les plus jeunes, j'espère pas en tout cas. Nous avons partagé l'expérience commune de porter des masques. Il y a à peu près 3 ans, nous étions tous masqués, voici à quoi ressemblaient mes étudiants et mes étudiantes à l'époque. Ce masque, nous l'avons porté pour toutes sortes de raisons. Pour se protéger d'une infection ou pour protéger les autres autour de nous. Pour cacher aussi parfois un bouton disgracieux, mais aussi pour ne pas devoir sourire à la clientèle. C'est le témoignage de certains nombres de personnes dans la vente. Ou bien simplement pour se cacher derrière un masque, dans l'espace public. Et avant tout, nous l'avons tous porté parce que Berset nous a dit de le porter. Il est obligatoire de le porter en Suisse à partir de juillet 2020 dans certaines conditions. Le Conseil fédéral a justifié sa décision, son obligation de porter le masque, par des connaissances scientifiques qui avaient démontré l'efficacité des masques dans la lutte contre la pandémie. Or, quelques mois auparavant, vous vous en souvenez certainement, l'Office fédéral de la santé publique, le Conseil fédéral et même l'OMS affirmaient au contraire que le masque était parfaitement inutile dans ce genre de situation. Ce genre de revirement que nous avons tous vécu, auquel nous avons assisté, a conduit à une demande d'explication de la part du public. Le public qui se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Fallait-il porter ce masque? Était-il scientifiquement justifié ou non? Et puis ça a conduit à une intense activité médiatique, à une demande médiatique pour des réponses claires, des réponses sans ambiguïté. Et ces réponses médiatiques est évidemment venues. La presse était pleine évidemment de cet événement historique que l'on n'a pas connu depuis plus d'un siècle, une pandémie mondiale. Et puis qu'il y a aussi une presse qui a voulu répondre à ces questions, mais qui a aussi contribué à alimenter ces controverses. Nous avons vu des experts se retrouver dans des positions parfois fort inconfortables, comme on peut le voir ici, de devoir répondre à des questions de journalistes, notamment, qui les mettaient face à des contradictions dans les discours scientifiques. D'autres experts étaient beaucoup plus à l'aise, ils se délectaient d'occasion d'exprimer leur point de vue et de critiquer tous les autres experts, et ils parlaient eux au nom de la science universelle, alors qu'en fait ils exprimaient un point de vue individuel. Les controverses ont aussi touché non seulement le masque évidemment, mais les thérapies contre la Covid-19, notamment l'hydroxychloroquine, dont Raoult était un des porte-drapeaux, les vaccins, en particulier les vaccins ARN, vous en souvenez, et différentes mesures non pharmaceutiques, sans parler de l'origine du vaccin lui-même. Bon nombre de ces controverses ne sont pas encore éteintes aujourd'hui. Il était souvent difficile pour moi et pour le public, chacun d'entre nous, de se faire une idée de quoi faire. La question, je me souviens à l'instant, vraiment sur laquelle je m'interrogeais, c'était est-ce qu'il fallait laisser mes enfants jouer dans ce magnifique printemps, si vous vous souvenez, en 2020? Fallait-il laisser mes enfants jouer avec les autres enfants du quartier? Et pendant 2 semaines, on a un peu hésité, des parents étaient pour, des parents étaient contre, on en a beaucoup discuté. Et finalement, j'ai lu 2 articles qui étaient sortis dans Pediatrics qui semblaient montrer que la transmission était relativement faible et que la transmission vers les adultes était relativement peu importante. J'étais pas une personne à risque, j'étais d'un âge encore relativement raisonnable, j'avais presque 50 ans, et du coup, on a laissé tous nos enfants jouer ensemble et passer ce magnifique printemps ensemble.
Donc c'est ce genre de questions auxquelles nous avons tous dû répondre individuellement. Il n'y a pas de réponse pour toutes et tous. Il a fallu se faire une idée à partir des expériences et des expertises divergentes. Non seulement sur les masques, mais ensuite sur le vaccin Covid. Fallait-il se vacciner? Voulait-on aller au restaurant ou pas? Fallait-il se vacciner? Fallait-il se revacciner? Fallait-il se booster? Et puis, il fallait aussi essayer de se faire une idée à partir des campagnes, notamment les campagnes de l'OFSP, qui au début recommandaient le vaccin pour tout le monde dès 10 ans. Chaque vaccination compte, comme vous pouvez le voir sur cette affiche, avant de changer de discours 2 ans plus tard, avec une campagne qui était axée sur les personnes de plus de 65 ans. Même chose avec l'hydroxychloroquine, d'abord présenté comme un remède miracle par Raoult et certains de ses acolytes, ses collègues, puis comme dangereux et inutile avant, et c'est une surprise, il y a 3 mois, le premier essai clinique randomisé d'envergure semble montrer que l'hydroxychloroquine à certaines doses et dans certaines conditions est sans danger et possède même un effet préventif faible, mais un effet préventif quand même, contre le Covid-19. Dans ce climat aux multiples incertitudes, nous avons tous dû nous faire une idée. Se vacciner ou pas, se booster ou pas, porter le masque ou pas. Moi, ce que j'aimerais connaître aujourd'hui, c'est votre avis sur ces questions. Normalement, je fais ça en demandant aux personnes de sortir leur smartphone, de flasher un QR code et puis de voter en ligne. Je n'étais pas sûr des conditions du réseau ici, donc on va faire ça à l'ancienne, alors levant la main. Et puis, je vais vous demander simplement de voter sur 3 questions. La première que j'aimerais connaître, c'est, je vais vous poser 2 fois la question, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. J'aimerais savoir qui, aujourd'hui, est favorable à la vaccination volontaire dès 10 ans contre le Covid-19, en cas de flambée, évidemment, du Covid-19. Qui c'est qui est favorable à des recommandations, non pas d'obligation, à des recommandations vaccinales dès 10 ans? D'accord? Qui sait que vous pouvez voter, même si tu n'as pas 18 ans, tu peux voter, c'est tout. Profite. Qui c'est qui est contre? D'accord? Donc 8% sont contre, et puis ensuite 82%, si je ne me trompe pas, 92% pardon, sont pour. D'accord, donc vous êtes une majorité favorable à la recommandation vaccinale des 10 ans. Deuxième question, qui c'est qui est favorable au port du masque dès 10 ans dans l'espace public en cas de flambée de pandémie? En cas de pandémie, oui, bien sûr. Donc, tu parles d'une obligation ou non, pas d'obligation, de recommandation. Vous êtes favorable, on n'oblige personne. On est en Suisse, pays très libéral. D'accord? Qui c'est qui est opposé? D'accord, à peu près les mêmes proportions. D'accord, donc vous êtes dans l'ensemble massivement favorable à la vaccination et au port du masque dans l'espace public. J'ai quand même vu quelques mains se lever, des personnes plus jeunes et des personnes avec les cheveux gris aussi, qui est opposé à ces deux choses, à ces 2 recommandations. J'aimerais maintenant vous poser une 3e et dernière question, un vote va se passer en 3 temps. J'aimerais savoir ce que la pandémie de Covid-19 a fait à votre confiance dans les sciences. Dans quelle mesure est-ce que cette expérience partagée de pandémie d'environ 2-3 ans a fait votre confiance dans les sciences? Pour qui est-ce que ça a augmenté votre confiance dans les sciences? Levez la main. D'accord? Pour qui est-ce que ça a diminué plutôt la confiance dans les sciences? C'est à peu près égal. Pour qui ça n'a pas changé? Ok. Donc 6%, 6%, et puis 88%. D'accord, très bien. Alors c'est juste pour vous faire un peu une idée, de voir un peu comment, en tout cas pour 12% à peu près des personnes ici, ça a eu un effet. Et c'est vrai que ça a été un moment de réflexion intense sur les sciences et sur ce qu'elles nous apportent, et puis de leurs limitations aussi. Les prises de parole que nous venons d'avoir, très civiles, très cordiales dans cet espace, ont été un peu plus virulentes lors de la pandémie. Vous vous souvenez de controverses virulentes dans différents espaces, sur les réseaux sociaux évidemment, avec une certaine violence, même sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, mais aussi dans la rue, ici à Zurich, ou bien ici à Genève. Des manifestants qui ont souvent été décrits par les scientifiques, mais aussi par les médias, comme étant anti-science. Une opposition au vaccin, ou une opposition au port du masque, ou à l'obligation du port du masque, à l'obligation du vaccin, a été présentée comme anti-science. Comme le disait un neuroscientifique de l'Université de Fribourg, les manifestants sont profondément anti-science, anti-élite et populistes, nous disait-il ici dans la presse lors de la pandémie.
Cette image, ce sentiment, chez de nombreux scientifiques, partagé par de nombreux scientifiques, et ainsi qu'une partie du public. L'idée qu'une partie du public serait devenue anti-science, opposée aux sciences, et ne ferait plus confiance aux scientifiques. Alors que dans le passé, il faisait confiance aux scientifiques comme on faisait confiance à son curé. Les médias, à tort ou à raison, les médias ont décrit ce conflit depuis un certain nombre d'années, comme s'il y avait une guerre entre les scientifiques d'un côté et le public de l'autre. Et qu'il y avait une guerre qui était menée par certaines personnes, notamment la droite républicaine aux États-Unis, contre la science. Des combats qui se menaient autour du changement climatique, autour de l'évolution, par exemple, et d'autres sujets, et de la vaccination. Évidemment, ici, on est en 2015, et puis en 2017, les choses ne se sont pas arrangées. L'élection de Trump, la première élection de Trump à la Maison-Blanche, a amplifié ce mouvement de défiance. Dans son discours d'inauguration, il a affirmé, ou suite à son discours d'infirmier, il a affirmé que son inauguration avait connu la plus grande foule jamais vue lors d'une inauguration d'un président. Alors, le problème, c'est que les images prises lors de l'inauguration d'Obama, 4 ans auparavant, et puis de Trump, montraient quelque chose d'un petit peu différent. Le paradoxe, heureusement, a été résolu dans un grand moment d'intuition philosophique par la conseillère personnelle de Trump, Kellyanne Conway, dont on se souvient peut-être, ou qu'on a peut-être oublié, qui disait qu'il s'agit simplement de faits alternatifs. Les experts n'ont pas le monopole de la vérité factuelle. Il y a différentes manières de décrire le monde, et chacun a sa manière. Donc évidemment, ce moment a été pris, je pense qu'elle a très bien résumé un sentiment d'inconfort de certaines personnes face à des vérités qu'ils ne voulaient peut-être pas voir. Les scientifiques ont répondu à ce moment où ils se sont sentis attaqués, personnellement aussi, dans leur métier, dans leur identité professionnelle. Et on a vu des marches pour la science. C'est plutôt rare qu'on voit des scientifiques dans la rue, ça a souvent été plutôt des gens qui manifestaient contre les centrales nucléaires, contre des développements technologiques. Là, c'était beaucoup de scientifiques dans la rue qui ont organisé des marches pour la science. Ils sont partis en guerre pour retrouver cette confiance perdue et ce statut perdu de la science. Avec des slogans souvent bien trouvés qui affirmaient que les données scientifiques pouvaient décider de la réalité du monde. Des manifestations à Genève également, comme ici, avec des slogans « La science, une lumière dans la nuit ». Ces moments auxquels j'ai participé, j'étais aussi à certaines manifestations, à la fois comme observateur et comme participant, sont des moments qui m'ont interrogé, qui continuent de m'interroger. Et j'ai toujours encore une certaine difficulté, une certaine appréhension à me faire une idée sur ce qui s'est réellement passé dans ces moments. Tout comme j'ai une appréhension à comprendre ce qui s'est passé pendant cette période de Covid, où on a assisté à des virulents débats entre partisans et opposants, par exemple, des vaccins ou de certaines formes de vaccination. S'agit-il ici d'une perte de confiance dans les scientifiques? Est-ce que c'est à ça qu'on assiste? Est-ce qu'on assiste à une perte de confiance dans les sciences en général? Est-ce qu'il y a un sentiment d'anti-science qui est en train de grandir aujourd'hui? Et qu'en fait, on ne ferait plus confiance aux scientifiques aujourd'hui, alors qu'on leur faisait confiance dans le passé? Est-ce qu'il y a une perte de confiance dans les sciences? Ce thème revient très souvent dans les médias. Mais je voulais voir un peu ce qu'en disaient les sondages, comment les opinions publiques, sur toutes sortes de choses. Alors j'ai pris un des sondages sur qui pense aux États-Unis, qui se fait depuis les années 70. Ça permettait d'avoir une vision assez longue. C'est un sondage qui est fait par l'Université de Chicago. Et puis ce sondage nous montre que, grosso modo, depuis 1970, la confiance dans les scientifiques est relativement élevée, et elle ne change pas. Elle est toujours relativement élevée. Ici, c'est ceux qui ont très confiance dans la science, toujours autour de 40%, 30% ont relativement confiance, donc le total, c'est à peu près 70% qui, depuis les années 70, ont continué à avoir très confiance dans la science. Avec, vous voyez, vous avez sûrement remarqué une petite inflexion à la fin, pendant la période de Covid, on y reviendra. Les gens qui n'ont pas confiance dans la science, ici, pas du tout, quasiment pas confiance, 10%, moins de 10%, ça ne bouge pas, sauf pendant le dernier ici, en 2022, pendant la période de Covid. Si on compare ces figures à d'autres, par exemple la confiance dans le Congrès, après tout le Congrès c'est le lieu de la représentation démocratique, c'est les personnes qu'on élit pour nous représenter, on devrait leur faire confiance. Là on part, pardon, ça c'est la médecine, excuse-moi, la médecine ici on voit que ça diminue, donc ça n'a pas tout à fait la même courbe que les scientifiques. Par contre le Congrès, on voit qu'on est à peu près à 20% dans les années 70, on est à moins de 10 aujourd'hui de gens qui ont confiance dans les gens qui sont censés les représenter. D'accord, donc on s'aperçoit que parmi les institutions qui font notre monde contemporain,
les sciences et la médecine restent encore des institutions dans lesquelles le public a très très largement confiance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Un article est sorti il y a quelques mois dans Nature qui semble montrer que dans l'ensemble, 80% à peu près des gens ont confiance dans les sciences. Ça a un petit peu baissé pendant la pandémie de Covid, ça a un petit peu remonté après. Du coup, en fait, l'idée qu'il y aurait une perte de confiance dans les sciences semble en tout cas erronée d'après ces données-là. Et tous les sondages qu'on peut voir qui sont faits sur la confiance dans les sciences montrent à peu près la même chose. La confiance reste extrêmement élevée. Et une partie, ce qui est intéressant après, c'est le paradoxe suivant, c'est que le public, en fait beaucoup plus confiance aux scientifiques que les scientifiques ne le pensent. Les scientifiques, souvent, n'ont de cesse de se plaindre qu'on ne les aime plus assez, qu'on ne leur fait plus confiance, qu'on ne les écoute pas, que le politique ne les écoute pas. Mais en fait, c'est pas vrai. Très largement, le public a confiance encore dans les sciences et les scientifiques. Donc cette idée d'une crise de confiance dans les sciences me semble être largement un mythe. Mais de dire ça, je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas simplement de contredire avec d'autres chiffres une certaine vérité et d'en montrer une autre. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir ce que ce mythe révèle, ce qu'il nous dit sur la société, sur les rapports entre sciences et société aujourd'hui. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise de confiance. Il y a peut-être 10% de gens au moins qui ont une aversion complète contre les sciences. D'accord? Je pense qu'il y en a peu dans cette salle, sinon vous seriez généralement pas ici. Mais ça existe, et puis il y a des gens qui sont toujours opposés à toutes les vérités scientifiques qui peuvent être énoncées. Rien que parce que c'est énoncé par les scientifiques. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle ici du mythe qu'il y aurait vraiment un désamour profond pour les sciences. Et comme je disais, les mythes sont très révélateurs. Les mythes, ils sont intéressants parce qu'ils nous aident à comprendre les valeurs et les normes des sociétés qui les produisent. C'est Roland Barthes qui disait ça il y a très longtemps dans un ouvrage qui s'appelle Mythologie. Les croyances, par exemple, dans l'existence des sirènes, des licornes ou bien des médecins de la peste, qui n'ont jamais existé, c'est un des scoops du livre qui va sortir, nous informent sur les croyances de nos sociétés. Pourquoi on a cru à ces mythes à certains moments? Nous dit énormément de choses, et des choses vraies sur nos sociétés. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc les conceptions mythologiques ici nous aident à comprendre deux choses, le fonctionnement des sciences actuelles, comment elles fonctionnent, pourquoi on croit à ça, et puis la place et les attentes que nous avons vis-à-vis des sciences et des scientifiques. Et c'est ça que j'essaie de comprendre, et quand je dis j'essaie de comprendre, je le dis sincèrement parce que je n'ai pas encore de réponse définitive à ces questions-là. Ces 3 derniers jours, en préparant cet exposé, j'ai réfléchi à ces questions et mes opinions sur le sujet ont pas seulement varié. Et peut-être que demain, j'aurai encore une autre idée sur le sujet. Donc, ces quelques réflexions, je les partage avec vous. Je pense que la première distinction importante qui m'a aidé à comprendre un peu ce qui se passe, c'est que les images que nous avons de sciences, si nous ne sommes pas des scientifiques, si nous n'avons pas travaillé au laboratoire, je ne dis pas fait des études scientifiques, je dis vraiment travaillé dans un laboratoire, produit des connaissances scientifiques. Nos connaissances sur les sciences sont essentiellement des connaissances sur la nature. On a appris plein de choses ici, au collège, au cycle, sur la physique, la chimie, la biologie et d'autres domaines. Par contre, en général, on ne sait pas grand-chose, à moins d'être un scientifique pratiquant, je le dis à dessein ici, sur ce que c'est que fait la science, sur comment la science fonctionne au quotidien. La seule chose qu'on en sait, c'est ce que les scientifiques qui viennent ici ou viennent ailleurs, on parle dans les médias, nous en disent. Et puis ces distinctions sont importantes parce que c'est comme si on pensait pouvoir comprendre le phénomène religieux en lisant la Bible, en lisant la Torah, en lisant le Coran, sans s'intéresser un seul instant à ce que des fidèles viennent ici faire à Rome, à Pâques, ce que des personnes viennent faire ici dans une synagogue, ou bien ce que d'autres vont faire à la Mecque, une fois dans leur vie. Donc comprendre ici ce qui se passe dans les pratiques religieuses, c'est ce qui permet de comprendre ce que c'est que la religion. Et de la même manière, comprendre ce qui se fait dans une pratique scientifique, de pourquoi on fait les choses, de comment on les fait, de comment on les vit au quotidien, de qui on pense qu'on est, de qui on pense, de quel est le rôle qu'on imagine avoir dans la société. C'est ça qui permet de comprendre le fonctionnement des sciences de la société, beaucoup plus que simplement les contenus des connaissances scientifiques. Donc un des effets de cette idée qu'il suffit de connaître, qu'il faut éduquer le public à la connaissance scientifique, mais pas forcément à comment on l'a fait, a contribué à créer cette distinction que d'un côté il y aurait des scientifiques qui savent, et de l'autre côté il y aura un public qui ignore et qui peut apprendre au mieux. Et cette idée me semble une idée qui est très fondamentale dans nos sociétés aujourd'hui. Qu'il y a deux mondes, il y a le monde des scientifiques, qu'on invite ici, et il y a le monde du public qui reste là. Et que ces deux mondes se croisent assez peu. Que c'est des gens fondamentalement différents, ceux qui sont scientifiques sont un peu différents, et puis que ce sont vraiment une espèce quasiment à part
de l'humanité. Cette idée en fait d'une séparation entre science et public, elle est en fait très très récente. Quand je dis récente, comme historien, ça veut dire que c'est à peu près un siècle. Et puis elle n'a surtout rien de nécessaire. Pour l'essentiel de l'histoire des sciences, le rapport entre scientifique et public était tout différent. Pendant peu après la Renaissance, lorsque les naturalistes collectionnaient toutes sortes d'organismes pour essayer de comprendre leur place dans le monde de la nature, dans le monde vivant, ici, c'est des collections qui ont été produites par une grande variété de personnes. Aucune d'entre elles ne s'appelait scientifique, le monde n'existait même pas. Et toutes ces personnes contribuaient à la production de savoir sur la nature. De la même manière, les grandes études sur les marées qui sont conduites au 19e par Whewell, par exemple, le physicien, qui d'ailleurs invente le mot scientifique, sont conduites avec toutes sortes de personnes, avec des marins, des personnes, des officiels de capitainerie qui travaillent dans les ports, des résidents des côtes, des gardiens de phares. Toutes ces personnes contribuent pour produire du savoir sur les marées. Les grandes études astronomiques sur les pluies d'étoiles filantes, par exemple, sont produites avec toute une variété de personnes dont la plupart ne répondent pas et ne sont pas des scientifiques à temps plein du tout. Ils font ça en dilettante, on dirait aujourd'hui, comme amateurs. Et c'est comme ça qu'ils contribuent à la production des savoirs. Les grands musées qu'on peut voir aujourd'hui de zoologie sont remplis de spécimens qui ont été découverts et même décrits par des personnes dont ce n'était pas le métier. Ici, dans l'Angleterre victorienne, au XIXe siècle, il y avait une passion pour les fougères. Et beaucoup de personnes, ici, plutôt la bourgeoisie, l'aristocratie, allaient décrire les fougères, les étudier, et ont contribué de manière très significative à la connaissance sur les fougères. Pourquoi les fougères, c'est une longue histoire sur laquelle je ne vais pas revenir ici. Et de manière symétrique, jusque très récemment, la plupart des grands noms des sciences que vous connaissez, Galilée, Newton, Lavoisier, ces grands héros des sciences solitaires qui faisaient de la science, ils faisaient surtout autre chose de leur vie. Si vous vous souvenez, Galilée, il a beaucoup travaillé sur des questions d'ingénierie pratique, sur comment faire des fortifications. Newton, essentiellement, oui, il a fait la physique, hein, tout à fait. Mais il a aussi été responsable de la monnaie. Et puis des questions de falsification de la monnaie. Lavoisier, vous vous souvenez, oui, il fait de la chimie, évidemment, avec son épouse d'ailleurs, mais il est aussi tout à fait, il est responsable aussi de la perception des impôts pour le royaume. Tous ces scientifiques faisaient de la science en partie, mais ils faisaient beaucoup d'autres choses et des activités aujourd'hui que l'on considérait comme non scientifiques. Tout cela commence à changer au XIXe siècle, avec une transformation qui est liée à l'essor du laboratoire. Le laboratoire qu'on associe aujourd'hui à des figures comme Pasteur, comme Koch, des grands héros des sciences qui produisent la connaissance, non pas dans la nature, mais dans le laboratoire. Un espace qui fait peur, on le voit ici dans les films de 1931, c'est là où on tourne la première version de Frankenstein. Le laboratoire qui est un lieu synonyme de science moderne et un lieu isolé qui fait peur parfois, mais qui est aussi un lieu des grands espoirs. Ici dans le film Arrowsmith, qui raconte la découverte des nouveaux médicaments à l'Institut Rockefeller à New York, une période où on peut encore fumer dans le laboratoire. Donc le laboratoire devient le lieu de la science moderne, c'est le lieu où on effectue les recherches qui nous donneront le prix Nobel, comme Carol Greiner ici, pour des prix Nobel qu'on va avoir pour CRISPR-Cas9 ici. Mais c'est un lieu en fait où on retrouve des scientifiques, mais on ne retrouve plus le public. C'est un lieu qui est fermé, contrairement à la campagne par exemple, qui est fermé à l'accès au public. C'est aussi un espace qui nécessite des moyens importants pour être équipé et qui n'est pas tout à fait accessible à tout un chacun. On ne peut pas installer un laboratoire comme ça facilement dans sa cuisine. Cette révolution du laboratoire a fortement contribué à séparer la science d'un côté, le public de l'autre. Et c'est une situation nouvelle qui se renforce au XXe siècle. C'était déjà perceptible au début du XXe siècle. Un journal ici, Proper Science, disait « L'époque du scientifique amateur est en train de passer. La science doit maintenant être développée par l'expert professionnel. » Donc cette division des rôles, elle émerge au début du XXe et elle devient très forte aujourd'hui. Cette séparation qui me semble essentielle pour comprendre notre dialogue et nos malaises ici entre le public et les scientifiques, elle a aussi à voir, je crois, avec le contrat social que nous avons, comme citoyens et citoyennes, je dis ici, passé avec la science. Et quand je dis nous, c'est les États occidentaux après 1945. Le succès de la mobilisation scientifique pendant la guerre a conduit au développement de la pénicilline, par exemple, et d'autres formidables inventions comme la bombe atomique et l'énergie nucléaire. Après la guerre, les États occidentaux, c'est le cas en Suisse, qui crée le Fonds national, par exemple, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en France,
vont décider de massivement soutenir la recherche. L'État va utiliser l'argent du contribuable pour soutenir la recherche. Et ça, c'est nouveau. Et puis, c'est quand même de l'argent que l'on donne avec une petite attente en retour. Hein. On va attendre le développement de connaissances utiles pour la société, en particulier pour l'économie et pour la défense nationale. Et c'est pour cela que les États financent la science. L'idée, c'était qu'en donnant un maximum de liberté à un groupe particulier de la société, les scientifiques, c'était le meilleur moyen de récupérer des bénéfices technologiques à la fin, après une certaine période, évidemment. Et puis dont le public bénéficiera à plus ou moins long terme. Ces deux groupes qui se constituent au XXe siècle vont connaître des points vont se rencontrer parfois autour de la vulgarisation scientifique. C'est en partie ce qui s'est fait ici avec Culture et Rencontres. Et d'ailleurs, j'aimerais, en tout cas, j'ai oublié de remercier les organisateurs de Culture et Rencontres. J'en profite maintenant, petite parenthèse. Merci beaucoup pour l'organisation. Et je ne dis pas de m'avoir invité, hein, j'ai essayé de les décourager. Mais merci en tout cas pour ce qu'ils font depuis maintenant plus de 20 ans pour créer un vrai dialogue autour des questions scientifiques en invitant toutes sortes de personnes formidables et puis de créer un discours un peu plus intime que des prises de position tonitruantes sur les réseaux sociaux web. Bref, parenthèse fermée, merci. Donc, depuis la fin du XIXe siècle, on voit apparaître plein de revues de vulgarisation. Popular Science, par exemple, ou bien La science et la vie, qui devient Science et vie aujourd'hui. Ces revues sont extrêmement populaires dès le début du XXe siècle, elles existent toujours aujourd'hui, et ces revues, elles prétendent vouloir créer des ponts entre la science et le public, expliquer les contenus scientifiques au public. Mais quand on lit un peu plus finement ce genre de textes, on s'aperçoit qu'ils épousent une vision qu'on appelle du déficit du public. C'est une vision dans laquelle les experts savent et le public ne sait rien. Le public ignore. Le public, les scientifiques et les experts expliquent et le public écoute. Il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas. Et quelque part, cette idée en fait d'un déficit, que la seule chose qui caractérise le public, ce n'est pas son opinion, ce n'est pas ses savoirs, ce n'est pas les connaissances qu'il pourrait avoir, mais uniquement le manque qu'il a, ont contribué à créer ce fossé entre les scientifiques d'un côté et le grand public de l'autre. Il s'agit, en résumé, d'éclairer un public passif et ignorant, et puis de renforcer ici le pouvoir des experts. Si vous ne savez pas et que moi je sais, eh bien c'est moi qui vais vous expliquer, évidemment. Au contraire, si je vous pose des questions, moi je pense que votre opinion est intéressante et que vous avez des bonnes raisons. Ce n'est pas juste que vous avez des émotions irrationnelles, mais vous avez des bonnes raisons de penser ce que vous pensez. Eh bien, on se situe là dans un dialogue très très différent autour des sciences. Et puis beaucoup, ces revues scientifiques ont voulu informer pour convaincre. Le grand mouvement de la popularisation des sciences, ou bien ce qu'on a appelé dans le monde anglo-saxon the public understanding of science, la compréhension des sciences par le public, cherchait avant tout à emporter l'adhésion. Elle cherchait à ce que le public adhère à la science et soutienne. Après tout, le public, c'est les contribuables également, c'est les citoyens qui votent sur les questions scientifiques. Cette distinction en fait entre science et public, c'est aussi constitué autour de l'idée que les scientifiques possèdent des faits certains sur le monde, ils connaissent la nature, alors que le public, il connaît des opinions incertaines. On a tous des opinions sur les choses, des goûts et des couleurs. Par contre, les scientifiques savent. Nous autres, citoyens, nous ne faisons qu'avoir des opinions. Et cette idée me semble, non seulement je dirai ce que je pense de cette idée plus tard, mais elle me semble extrêmement fondamentale dans les dialogues qu'il y a autour des sciences aujourd'hui, et me semble extrêmement toxique, pour utiliser peut-être un terme peut-être un petit peu fort ici, dans la possibilité même d'un dialogue sain autour des sciences et des technologies aujourd'hui, comme on a pu le voir pendant la période de Covid. L'idée que la connaissance scientifique est fondamentalement différente de la connaissance commune de tous ceux que les non-scientifiques pratiquants auraient ici, et surtout que la première est la seule valide pour obtenir le savoir, empêche un réel dialogue autour des sciences. Cette idée se retrouve évidemment aussi dans une autre idée que vous connaissez, qui est celle de la tour d'ivoire. Vous connaissez cette métaphore de la tour d'ivoire. La science serait enfermée dans une sorte de tour d'ivoire, on le dit souvent sous le ton de la critique, où elle produit des savoirs sur la nature tout en étant détachée, isolée du monde, des humains. Cette image est évidemment une fiction, personne ne croit complètement à cette image, mais c'est une fiction essentielle. C'est une fiction qui est renforcée par la communication scientifique, qui est renforcée aussi par beaucoup de scientifiques, parce que cette fiction est utile. Cette fiction permet de présenter la science comme retirée
dans un laboratoire, dans une université, dans un lieu de savoir isolé de la société, isolé de la politique, isolé des opinions communes. Et puis, c'est parce qu'on est isolé de ce monde des passions, de ce monde de la politique, eh bien, que l'on surplombe le monde et que l'on peut dire des choses vraies sur le monde. Donc l'autorité de la science, elle vient de ce détachement qu'elle prétend avoir sur le reste du monde. C'est parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe au Grand Conseil et parce que je n'ai rien à voir avec les effets de mode et avec l'histoire qu'en fait je peux dire la vérité scientifique sur le monde. Quelque part, la science, elle est au-dessus de la mêlée, des vulgaires opinions, des émotions et de toutes les valeurs non scientifiques. À l'heure où l'accès à l'information scientifique est devenu illimité, cette position de surplomb ne peut aujourd'hui qu'affecter négativement la confiance dans les scientifiques et surtout dans la qualité des dialogues publics. Ce n'est plus possible d'avoir un dialogue si la prémisse c'est que moi je sais tout et que vous ne savez rien. Quand je dis moi, je suis comme scientifique. Et quand on demande aux Américains ce qu'ils pensent des scientifiques, il y a 47% des Américains qui pensent que les scientifiques se sentent supérieurs aux autres, tout en pensant, tout en soutenant par ailleurs les scientifiques. Donc c'est pas du tout une critique fondamentale des scientifiques. Mais cette position de surplomb, elle est ressentie par le public. Et elle se voit très bien dans la manière dont beaucoup de scientifiques s'expriment dans les médias. Et c'est là où je pense que c'est utile de réfléchir un petit moment à ce qu'on appelle la distinction de science d'un côté et scientisme de l'autre. Une distinction classique, dans le premier cas, on a... dans le premier cas, la science, c'est une activité humaine qui est spécialisée dans la production de savoir. On essaie de comprendre le monde aussi bien qu'on peut. Et dans le deuxième cas, on a une idéologie qui imagine la science comme étant infaillible, exemple de biais, et puis qui doit guider toutes les décisions humaines. La décision de se vacciner, la décision de porter un masque, par exemple. Et puis dire cela, c'est feindre d'ignorer que la science ne peut jamais être parfaitement neutre, que la science est toujours traversée ici par des intérêts de la société dans laquelle elle se développe. Les sujets de recherche, par exemple. Qu'est-ce qu'on sait de la nature et qu'est-ce qu'on sait du corps humain ? Eh bien, ce que l'on sait de la nature ou du corps humain ou de l'environnement dépend, de manière très évidente, des intérêts d'une société à un moment donné. Les savoirs scientifiques constituent des réponses à des questions qu'on a posées à un moment donné, dans une société donnée. Il y a des questions qu'on se posait au XIXe siècle qu'on ne se pose plus du tout. Au XIXe siècle, on pensait que la forme de vos cerveaux, moi j'ai une vue magnifique sur plein de fronts ici, et je peux voir que certaines personnes ont certaines qualités sur les maths. Ils ont une bosse des maths, comme on a pu dire, parce qu'il y a une bosse sur leur cerveau, sur le crâne, qui reflète une bosse dans leur cerveau, qui reflète des aptitudes mathématiques. Voilà comment on pense au XIXe siècle et on s'intéresse à ça. Ça fait rigoler aujourd'hui, mais en attendant, on a développé une quantité de connaissances sur les formes du crâne chez les humains, pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour montrer que ces idées-là, à l'époque, ont conduit à la production de savoir scientifique. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on étudie plein de sujets, mais il y a plein de sujets qu'on n'étudie pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce que les sociétés ne s'intéressent pas à ça aujourd'hui. C'est l'histoire du... si vous avez plus de 50 ans, vous connaissez probablement cette blague, qui n'est pas très drôle d'ailleurs, l'histoire du fou, là, de l'alcoolique qui cherche ses clés. Et qui c'est qui connaît cette histoire ? D'accord, vous avez plus de 50 ans. Ah, il y a quelqu'un de moins de 50 ans qui connaît. Donc, comme vous connaissez l'histoire, c'est deux personnes qui sont au bistrot, qui boivent des verres. Il y en a un qui est complètement en état d'ébriété très très avancé. Il quitte le bistrot et puis il y en a un qui cherche, qui tout à coup se met à quatre pattes sous le réverbère et il se met à chercher. L'autre lui dit « Mais tu cherches quoi ?» Puis il dit « Je cherche mes clés. » Puis l'autre l'aide, il se met à quatre pattes, il cherche, il ne trouve pas. Puis au bout d'un moment, l'autre lui dit, qui est un peu moins éméché, il lui dit « Mais t'es sûr que c'est là que tu les as perdus ?» Puis il dit « Non, c'est pas là. » Il dit « Pourquoi tu cherches ici ?» Puis il dit « C'est parce qu'il y a de la lumière. » Je vous ai dit que c'était pas très drôle, mais en fait, cette blague, elle dit quelque chose. Elle dit qu'en fait, on cherche uniquement là où on peut éclairer, là où on peut regarder. Et puis c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on parle de science. C'est qu'en fait, on a des connaissances extrêmement développées sur des sujets pour des raisons relativement contingentes, historiquement situées, parce que c'est un sujet qui intéresse la société à un moment donné. Donc les sujets explorés dépendent des possibilités techniques de la science, des effets de mode, de l'organisation de la science et des financements publics et privés, évidemment. Dans les années 90, on était obsédé par les gènes qui produisaient toutes sortes de choses. On s'intéressait aux gènes de l'homosexualité. Je ne prends pas des revues ici, je prends des revues scientifiques comme Nature Science ici. Des gènes de l'alcoolisme, des gènes de l'obésité, le gène du cancer du sein, du vieillissement, du gène de la dépression, etc., et j'en passais les meilleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ces 10 dernières années, les couvertures Nature, c'est tout autour de l'environnement.
on s'intéresse au rôle de l'environnement sur la santé, au rôle aussi de l'alimentation sur la santé. C'est pas que l'environnement est tout à coup devenu plus important dans la biologie, c'est simplement parce que c'est des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. D'accord? Donc on voit comment le projecteur, le réverbère, si vous voulez, oscille au cours de l'histoire et produit des savoirs très différents d'un moment à l'autre. Autre exemple que j'aime bien, qui a été publié récemment, enfin il y a quelques années, 90% des études scientifiques portent sur 2000 gènes humains. Je vous rappelle que nous avons à peu près 20 000 grosso modo. Pourquoi? La question, on pourrait dire, ben voilà, c'est les 20 000 gènes qui comptent, c'est ceux qui sont importants, c'est ceux qui font qu'on est en bonne santé ou qu'on est malade. Et en fait, pas du tout. Il se trouve que ces gènes sont étudiés parce que d'autres scientifiques les étudient. Et que si vous voulez étudier un sujet ou un gène, eh bien c'est quand même plus intéressant si vous étudiez un gène sur lequel d'autres personnes travaillent. Vous pouvez échanger, vous pouvez vous partager le travail, etc. Et puis qu'il y a une logique interne qui fait qu'on étudie ces gènes-là. Et donc on s'aperçoit que la pratique scientifique est aussi dictée par des logiques tout à fait internes à la science, qui n'ont pas grand-chose à voir même ici avec les intérêts de la société. Et puis la science et les savoirs scientifiques sont influencés par nos affects, nos préjugés, nos biais aussi. Parce que les scientifiques, je vous le rappelle, sont des humains. Je vous donne un exemple ici, Bruce Albert, qui est un biologiste moléculaire, qui a été président de l'Association américaine pour les sciences, qui a travaillé à Genève comme postdoc d'ailleurs, qui est l'auteur d'un livre que tous les étudiants de biologie ont dû travailler, qui s'appelle Biologie moléculaire de la cellule. Et dedans, il s'interroge pourquoi l'ovogenèse est un gaspillage. L'ovogenèse, donc ça fabrique des ovules. Il se dit pourquoi c'est un phénomène biologique qui gaspille autant. Et puis il dit c'est quand même un mystère, pourquoi il y a tant d'ovules qui sont formés pour mourir dans les ovaires. Il dit biologiquement c'est bizarre, quoi. On n'en a pas besoin de temps, personne ne va faire quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers d'enfants. Pourquoi c'est aussi un tel gaspillage? Et il s'interroge longtemps là-dessus. Moi ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il s'interroge sur ces 30 ou 300 000 ovocytes qui sont gaspillés. Par contre les 2 milliards de spermatozoïdes qui partent, je ne sais pas où, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc vous voyez ici, je ne vais pas développer, vous avez compris le point, ces préjugés sur l'imperfection, évidemment, de la biologie féminine, interfèrent complètement dans son jugement scientifique. Donc pour comprendre la science, plutôt que d'imaginer là dehors, et puis d'imaginer la société ici, je pense que c'est important de comprendre que la science et la société se co-construisent. On a la science qu'on mérite, et on a la société que la science nous permet aussi d'avoir. Science et société sont deux phénomènes qui se produisent en même temps. On aurait pu, on le fait souvent, dire il y a la science d'un côté, la société de l'autre. On aurait pu être un peu plus sophistiqué et dire non, parfois il y a des interactions, parfois il y a des lieux où, je ne sais pas, l'État donne de l'argent pour développer des armes nucléaires, et du coup c'est là que ça touche la science, et que le reste de la science reste pur. Ou bien on peut penser que la science, ou les sciences, sont en fait prises toujours dans la société. Elles font partie de la société dans laquelle on vit. Et donc comprendre les sciences, pour comprendre les sciences, il faut comprendre les sociétés dans lesquelles elles se développent. À partir de là, n'hésitez pas si vous voulez intervenir, vraiment là je parle depuis longtemps, donc si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. C'est bon? Vous n'hésitez pas. Je suis étonné de François, il ne pas intervenu parce que je n'ai pas l'image. Mais bon, maintenant j'aimerais essayer de... J'ai mis en fait sur les quelques slides quelques notions qui m'ont semblé particulièrement importantes dans la vision que l'on a aujourd'hui des sciences et qui me semblent pas poser problème en fait pour un dialogue sur les sciences et pour une éducation scientifique dans des établissements comme ici. Tout d'abord, la grande majorité des scientifiques, lorsqu'ils ont été interrogés publiquement pendant le Covid, et c'était le cas ces dernières décennies sur d'autres sujets, ont nié. Ils ont nié les incertitudes derrière les connaissances scientifiques. Pour la plupart, ils ont prétendu comme si les connaissances étaient certaines, que ce soit sur les masques ou sur les vaccins. Le ton extrêmement péremptoire de certains scientifiques très médiatiques, je ne les citerai pas aujourd'hui, a aliéné de nombreuses personnes. Si vous étiez quelqu'un de raisonnable, que vous vouliez réfléchir à ces questions, trop de scientifiques vous ont essayé de vous imposer une vérité qu'ils ont présentée comme une espèce de vérité divine, alors qu'ils savaient eux-mêmes que ce n'était pas le cas. Et ça, trop vite, le public s'en est rendu compte lorsque d'autres experts sont venus les contredire. On a eu très peu de voix, comme celle de Claire-Anne Sigrist. Vous vous souvenez peut-être, Claire-Anne Sigrist, qui a travaillé au HUG, une experte mondialement reconnue sur les questions des vaccins, et puis qui, peu après la première approbation du premier vaccin contre le Covid, a été interrogée à la RTS. Et on lui a demandé si le vaccin était sûr. Évidemment, la plupart des experts ont dit « Mais bien sûr qu'il est sûr, le vaccin ». Et puis elle a dit, avec humilité,
je ne sais pas. Un plus grand expert mondial qui dit je ne sais pas, c'est quand même un peu gênant. Vous voyez que le journaliste était assez mal à l'aise et essayait de la pousser là-dessus. Puis il a dit je ne sais pas parce que d'abord je n'ai pas encore étudié le dossier, il fait 800 pages, donnez-moi un peu de temps. Et puis elle a pris le temps. Elle a pris le temps de lire, elle a pris le temps de partager ses doutes, elle a pris le temps de partager ses hésitations et d'arriver à des réponses qui étaient des réponses en demi-teinte. Des réponses en disant la vaccination à partir de 65 ans, c'est une évidence. C'est une évidence que le rapport coût-bénéfice est favorable. La vaccination à 10 ans, c'est une évidence que ça n'a pas de sens à ce moment-là de la pandémie. Elle est venue avec une réponse nuancée qui a été audible par le public, qui a été moins bien entendue, parfois moins bien reçue par un certain nombre d'autres experts. Je crois qu'elle a réussi à montrer, et c'était une voie, je pense, relativement rare dans ce débat sur le Covid, elle a réussi à montrer comment la vérité reste un horizon à atteindre. C'est quelque chose qui demande du travail, qui demande du questionnement, et qui demande de reconnaître ces incertitudes, surtout de savoir dire avec humilité ce que l'on ne sait pas. Il y a toujours des incertitudes dans les sciences, parfois négligeables, sur la question par exemple de la réalité du changement climatique, j'arrive à vous tout de suite, parfois très importantes, sur l'efficacité des masques. Je suis un des experts mondiaux sur la question des masques. Je pense que personne n'a une plus grande bibliographie que moi sur l'histoire des masques. J'ai lu des centaines et des centaines d'articles sur les masques, et aujourd'hui, je ne sais toujours pas dans quelle situation précisément les masques et quels masques sont utiles pour se protéger d'une infection respiratoire. D'accord? Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, les incertitudes parfois sont importantes sur ce cas-là. Des fois, elles sont beaucoup moins. Mais qu'il y a toujours une part d'incertitude. Ouais. Alors, moi, disons, ce qui me choque dans la scientifique péremptoire, c'est que la science et le marché exactement à l'inverse. C'est-à-dire que tout est démontré pour autant que l'on sache. Et pour autant que l'autre découverte ne contredise pas votre propre découverte. Et si la science ne fonctionnait pas de cette façon-là, ça fait longtemps qu'elle n'existerait plus. Alors, je vous remercie, je crois que vous avez dit beaucoup mieux que ce que je voulais faire. En fait, exactement ça, tout à fait. C'est-à-dire que, là où je vous entends ici, c'est qu'en fait, la science, elle ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui est plus gênant, c'est que, je ne sais pas quelle est votre carrière scientifique longue derrière vous, mais vous... Voilà, donc vous savez ça comme scientifique. Mais tous les scientifiques le savent. Il n'y a aucun scientifique qui ignore ce que je viens de vous dire. Ce qui est plus gênant, c'est quand ils sont dans une posture publique, lorsqu'ils représentent les scientifiques ou les communautés scientifiques, ce message devient inaudible. Et on a un discours très différent. Et c'est ça qui, en fait, et parce qu'ils sont souvent emprisonnés comme scientifiques dans une identité de scientifiques, d'attente de ce qu'on pense, la société attend d'eux. Parfois, il y a une partie d'ego, en fait, qui est un peu flattée à certaines occasions, et notamment dans les pandémies, on l'a bien vu récemment. Et puis, ça les conduit à adopter cette posture qui correspond, comme vous le dites, parfaitement, en pas grand-chose avec la réalité de la pratique scientifique. Mais surtout, un autre point qui me semble important de rappeler, c'est que les connaissances scientifiques, elles ne portent pas, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, elles ne portent pas sur le monde. Ce que l'on sait du monde porte en général sur une toute petite partie du monde, par exemple sur les souris. À partir de souris, on peut extrapoler aux mammifères, ensuite on peut extrapoler à un mammifère qui nous intéresse particulièrement, qui est l'humain. On peut faire des études au laboratoire sur certaines choses, et puis ensuite on extrapole à l'ensemble de l'univers. Et c'est comme ça qu'on fait en science, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui veut dire que tous les savoirs scientifiques sont produits dans des conditions particulières. Chaque essai clinique, chaque observation épidémiologique, chaque expérience de laboratoire, c'est fait dans des conditions extrêmement particulières. Des conditions dont on entend en général plus que jamais parler lorsqu'on expose les résultats, les résultats scientifiques. Et ce qui permet en fait de comprendre que le public soit dérouté lorsqu'on lui dit un jour une vérité scientifique et le lendemain une autre, alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de contradiction, les choses s'appliquaient à des parties un petit peu différentes de la réalité. La meilleure prévention, comme disait un autre voix que j'ai beaucoup aimé pendant le Covid, Bertrand Kieffer, qui est un médecin humaniste aussi et éthicien, qui a dit la meilleure prévention, c'est de comprendre que la science est faite non pas de certitudes, mais de connaissances qui progressent. D'accepter qu'en fait les connaissances de demain seront probablement différentes de celles d'aujourd'hui et qu'elles seront contredites. Donc en fait, il n'y a aucun mal à ça, c'est comme ça que fonctionne la science. D'accord? Donc on a tout intérêt à dire, c'est ce qu'on croit aujourd'hui, c'est ce que la connaissance scientifique nous dit aujourd'hui. C'est ce que les expériences faites sur des rats nous disent aujourd'hui de cette maladie humaine. Mais peut-être que demain, ça sera différent.
Il y a un autre mythe dans ce débat sur les sciences qui m'a semblé aussi problématique par rapport à l'image au dialogue sur les sciences, c'est l'image du scientifique. Et j'ai beaucoup travaillé sur les scientifiques au cinéma, sur comment ils sont représentés et quelle image on a un peu des scientifiques. Alors vous connaissez, c'est toujours quelqu'un qui a soit les cheveux très ébouriffés, soit plus de cheveux du tout, qui tient des éprouvettes avec des trucs en couleur dedans, mais c'est toujours quelqu'un d'assez seul. C'est Einstein, ici qui tire par l'angle, mais c'est cette image d'un cerveau tout seul dans une boîte crânienne qui pense. Et cette image, en fait, de la science produite par les individus, elle est renforcée par les prix scientifiques. Le prix Nobel, il est donné à 1, 2, voire 3 personnes, mais jamais plus. Et on précise un peu ce qu'ils ont fait. Mais ça récompense des individus, jamais des collectifs. Or, les sciences, elles sont fondamentalement collectives. Elles ne peuvent pas être autre chose que collectives. Sans communauté, il n'y a pas de validation des savoirs. Ce n'est pas Einstein qui sait, c'est la communauté des physiciens qui sait en validant ce qu'il a proposé. C'est la communauté des virologues qui valide les différentes hypothèses d'un ou d'une virologue dans un laboratoire. C'est que lorsqu'il y a une validation collective qu'on peut parler de savoir scientifique. Or, pendant le Covid-19, il me semble qu'on a beaucoup trop entendu des scientifiques présenter leur point de vue personnel sur des questions. Quand je dis personnel, ce n'est pas juste une opinion, c'est les expériences qu'ils ont réalisées dans leur clinique, dans leur laboratoire, avec leur modèle animal, comme étant la réponse de la science ou de la médecine à une grande question. Le discours d'Anne-Claire Sigrist était tout autre. Elle distinguait à chaque fois dans ses interventions, et j'en ai réécouté plusieurs ces derniers jours avec beaucoup de plaisir, sa position personnelle. Elle a dit « Moi, je pense que de ce que la communauté qu'elle représentait pensait. » Il disait « Il y a un consensus dans cette communauté des virologues ou des vaccinologues sur cette question-là. Il y a aussi des voix minoritaires qui pensent que. » Et de montrer qu'en fait, moi, c'est pas la communauté. Il y a la communauté, il y a moi, et c'est pas pareil. Et trop souvent, on a entendu pendant la période du Covid des personnes qui se faisaient les porte-drapeaux, comme s'il y avait toute une armée derrière eux qui pensait exactement la même chose. Il y a peut-être une dimension genrée derrière. Et puis, c'est très important de se souvenir de cette place de la communauté, d'en parler beaucoup plus, plutôt que des grands héros et des héroïnes des sciences. Parce que pendant la pandémie, combien d'individus, on s'est tous rendus coupables de ça à un moment donné, et de médias se sont appuyés sur des prépublications, sans réaliser, vous savez ce que c'est, je fais l'expérience dans mon labo, je commence à écrire un papier, je l'écris, je mets les résultats, et puis je télécharge ça à 3h du matin sur cette base de données de prépublication. Personne d'autre que moi et mes co-auteurs ont lu cet article, peut-être 2-3 collègues, mais en tout cas, c'est jamais validé par une communauté, en tout cas pas à ce stade. Et puis on s'aperçoit que ces prépublications, à moins que vous soyez un expert dans le domaine, que vous soyez capable de reproduire vous-même ces expériences, ou du moins la capacité de les analyser, parce que vous avez des savoir-faire techniques pour le faire, eh bien, ces savoirs, en fait, ils ne valent pas plus que l'opinion de tout un chacun. Et les 3 logos qui sont présentés en haut à gauche, là, ne feront rien de plus pour la crédibilité de ce qui est contenu là-dedans. Et donc on s'aperçoit qu'il y a eu des débats sans fin pendant la période du Covid à cause de connaissances qui avaient été qui étaient tirées de ça, et qui étaient en fait des opinions, des rumeurs en tout genre. Mais même publié, imaginons qu'une fois un article là-dedans soit publié, qu'il ait été revu par des pairs. La connaissance scientifique présentée dans un article ne reflète pas forcément le consensus des communautés scientifiques. Contrairement à ce que disait le biologiste Jacques Ruffier, qui disait, en répétant les mythes les plus communs des sciences, les scientifiques sont d'accord inévitablement sur tout ce qui est observable, reproductible, mesurable. Ils observent des faits et des lois qui les régissent. Dans une humanité qui tire à U et à dia, la communauté scientifique est sans doute l'une des plus homogènes qui soit. Alors, ce genre de mythe qu'il reproduit ici, tout en sachant que c'est pertinemment faux, parce qu'il a une pratique scientifique avant de devenir un auteur, ici, la vision qu'il donne masque complètement le fait qu'il y a une hétérogénéité toujours dans les communautés scientifiques, qu'il y a des débats sans fin dans les communautés scientifiques, et que les scientifiques ont passé toute la pandémie à discuter, à argumenter entre eux des questions sur lesquelles ils présentaient parfois un front beaucoup plus affirmatif ou péremptoire au grand public. Donc la science n'existe pas. Les sciences existent, oui. Et même dans une science particulière, la biologie par exemple, il y a plein de sous-spécialités. C'est tout à fait évident qu'il y a des débats sur les masques, parce que les études sur les masques sont portées par des études en sciences des matériaux, des études faites par des physiciens, des études faites par des épidémiologues, des études faites par des cliniciens. Toutes ces disciplines et sous-disciplines scientifiques avaient leur point de vue sur cette petite part de réalité du monde. Donc les scientifiques font partie intégrante du processus, les controverses scientifiques font partie intégrante du processus de production des savoirs. Trop souvent, ça a été présenté comme le signe qu'il y a au moins des 2 scientifiques qui mentaient.
qu'il y a un expert qui ne savait pas et que l'autre savait. Et non, même les rétractions d'articles montrent au contraire la santé d'un système qui se corrige et qui reconnaît ses erreurs. À partir de là, et dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce constat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le débat scientifique et pour des raisons purement démocratiques. Comment est-ce qu'on peut, comme citoyenne, comme citoyen, mieux se saisir des questions scientifiques? Et comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue un peu plus apaisé sur les sciences? Alors, la première chose, et c'est une évidence, et il fallait le dire ici, c'est de repenser comment on fait l'éducation scientifique. L'éducation aux sciences dans toute sa diversité et toute sa complexité. Et il s'agit de former aux sciences, évidemment qu'il va falloir continuer à apprendre les connaissances scientifiques, les différentes lois de la physique, il va falloir apprendre Mendel et Darwin, mais il va aussi falloir de se former bien davantage à la culture scientifique, à ce que c'est que la culture des sciences. Et voilà un certain nombre de points qui me semblent importants, et que j'ai déjà évoqués, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit. Se souvenir que les méthodes scientifiques sont multiples et partielles, que chaque méthode scientifique nous donne un regard sur un tout petit bout de la réalité. Quand on regarde les choses de différents angles, on voit évidemment autre chose. De savoir que les sciences, elles portent sur une petite partie du monde, une toute petite partie du monde, mais que l'essentiel du monde reste inexploré. Et c'est un espace dans lequel on peut se poser des questions, et les scientifiques auraient le droit de dire aussi qu'ils ne savent rien sur ces parties de la réalité. Les jugements scientifiques sont aussi subjectifs, et c'est pas un problème en soi. La subjectivité est propre à l'humain, et elle fait partie évidemment du jugement scientifique. Évidemment qu'on essaye de s'en détacher, on essaye de contrôler, mais il en fait toujours partie. Et le jugement sur les personnes, regardez deux scientifiques qui discutent d'un papier, c'est pas du tout comme disait Ruffier, qui sont tout à fait d'accord sur tout ce qui est observé, au contraire. Ils débattent de toutes sortes de choses, d'interprétation des données. Et ils débattent même de la crédibilité des collègues qu'ils connaissent en disant, lui quand il publie un truc, moi je ne lis même pas, ça vaut rien. Alors que lui c'est une personne, ou elle c'est une personne en qui j'ai confiance. Donc des jugements sur des personnes, la crédibilité des êtres humains, qui font partie aussi évidemment du travail scientifique. Et puis se souvenir que les scientifiques sont des humains, ce n'est pas des extraterrestres, ce n'est pas des saints, ni des curés. Ce sont des personnes qui sont profondément humaines, avec leurs passions, avec leurs égos, etc. Le savoir scientifique, il reflète toujours des intérêts. Je vous ai montré certains exemples. Il reflète certaines choses qu'une société, que des groupes, que des personnes ont envie de savoir à un moment donné. Les savoirs scientifiques, ils sont toujours incertains. On peut toujours questionner toutes les vérités scientifiques. Ce qui ne veut pas dire que toutes les vérités scientifiques se valent, absolument pas. Il y en a qui sont extrêmement solides et d'autres qui sont extrêmement faibles. Le changement climatique, c'est ultra avéré. D'autres questions sont beaucoup plus débattues, beaucoup plus discutées. Et puis, c'est tout à fait normal que ça soit comme ça, et c'est important de le reconnaître à tous les processus de présentation du savoir. Le savoir scientifique, je viens de le dire, est produit collectivement. Ce n'est pas produit par des individus, c'est produit par des communautés de personnes. Le savoir scientifique est aussi pratique et technique. D'accord? Il ne s'agit pas seulement de savoir. On a vu beaucoup de personnes qui, pendant la pandémie, tout à coup lisaient les conclusions d'articles et puis ensuite partaient avec ces conclusions pour essayer de soutenir leur thèse favorite sur les vaccins ou sur l'hydroxychloroquine ou sur les masques. Mais en fait, juger les savoirs scientifiques, ce n'est pas que les connaissances, mais c'est aussi les savoir-faire. Savoir si une connaissance scientifique est valide ou non, ça implique des fois de savoir comment on règle un instrument, comment on le calibre. Ce genre de choses que si vous n'avez pas pratiqué une science, malheureusement, ça ne sera pas possible de savoir ça. Et donc, il faut aussi reconnaître cette part très pratique, très manuelle, en fait, du métier scientifique. Et puis, savoir que le savoir scientifique, il est toujours changeant. L'essentiel, pensez à ça, l'essentiel de ce que nous avons tenu pour vrai au cours de l'histoire humaine, c'est avéré faux. Donc, il serait raisonnable de penser que l'essentiel de ce que l'on tient pour vrai aujourd'hui sera considéré comme faux dans le futur. Alors, cette pensée, elle est un peu glaçante, parce qu'on se dit, si tout ce qu'on sait aujourd'hui va être faux par le futur, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fait, voilà, c'est une idée à laquelle il faut réfléchir. Beaucoup de choses que l'on tient pour vraies seront considérées comme fausses. Moi, quand j'étais étudiant en biologie au XIXe siècle, j'ai appris qu'il y avait 125 000 gènes. Et c'était évident, c'était la réponse correcte à l'examen. C'est 5 fois plus ou 6 fois plus que ce qu'on reconnaît comme étant vrai aujourd'hui. En l'espace d'une vingtaine d'années, ça a complètement changé avec des conséquences assez fondamentales. La deuxième chose à repenser dans l'éducation aux sciences, ici, c'est évidemment les cours de sciences, l'introduction aux démarches scientifiques, enfin ces différentes tentatives timides et malheureusement encore souvent imparfaites et parfois maladroites d'enseigner les cultures scientifiques. Il faut aussi ajouter une manière de repenser la communication scientifique. C'est ce qu'on fait ici, et c'est ce que Culture et Rencontres fait si bien depuis un certain nombre d'années. Il y a certains médias qui le font très bien aussi. Je pense à Heidi News. Heidi News qui prend le temps
Le temps, une chose qui aujourd'hui est quand même assez compliquée quand on envoie des petits tweets, des petits messages, des petits emails, etc., qui prend le temps d'écrire un article en 12 parties sur les traitements médicamenteux de l'obésité, sur ce qui s'est passé dans les laboratoires, sur comment on a discuté, sur les enjeux économiques, sur les enjeux financiers, les enjeux industriels, sur les enjeux politiques, sur les enjeux culturels. Et bref, fait une série en 12 articles sur ces questions-là. Si vous prenez le temps de lire ça, vous comprenez beaucoup, beaucoup mieux quelle est la place, les risques, les potentiels aussi des nouveaux médicaments contre l'obésité. C'est aussi la communication scientifique, c'est aussi quelque chose que le comité d'experts dont je fais partie a essayé de réfléchir et essayé de mettre en forme en essayant de recommander aux scientifiques ici et aussi aux médias de changer leur discours sur les sciences. De dire arrêtez de parler des certitudes que vous prétendez avoir. N'hésitez pas à dire que vous ne savez pas. Au contraire, ça sera bon pour la communication. Vous ne serez pas un moins bon scientifique parce que vous dites au public que vous ne savez pas. Et que la confiance, elle se construit à la fois sur l'humilité et sur la sincérité. Il y a d'autres recommandations, mais notamment ces dernières. Et puis aussi le fait que les scientifiques devraient vraiment écouter, passer plus de temps à écouter ce que le public a à dire. Et donc Culture et Ronde, j'en ai parlé. Le bioscope, c'est aussi un peu ce qu'on a essayé de faire en faisant par exemple des ateliers sur le développement des organes génitaux. Et essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas et pourquoi on sait certaines choses sur le clitoris ou sur d'autres organes, on sait un peu moins. En général, c'est très bien reçu par les adolescents et les adolescentes, parfois un peu moins par leurs grands-parents, comme à la science le trouve. Et finalement, il y a une autre piste que je vais explorer ici, et j'en dirai pas plus, c'est repenser les possibilités de sciences participatives, de faire participer réellement le public, le grand public, les élèves, les personnes, les retraités, toutes les personnes qui n'ont pas forcément de formation scientifique, à la production du savoir, pas seulement à la consommation de conférences trop longues comme la mienne, mais à la production de savoir. Ici, comme on a fait au bioscope, ici, des adolescentes et des adolescents qui récoltent des insectes, qui ensuite vont extraire leur ADN et vont déterminer leur code barre ADN, ce que font les scientifiques dans le monde entier, et puis vont discuter des résultats ici, et puis vont ensuite publier dans des bases de données les résultats, ici sur Twitter, des élèves du site du Lyonnais qui ont publié pour la première fois le code barre ADN d'un type de criquet trouvé à Genève. Avec ça, j'aimerais vous remercier. Et puis, pour cette conférence, ce à quoi je tenais le plus, c'est d'avoir la chance de vous entendre. Donc, je me réjouis d'entendre vos questions maintenant. Merci.